un pote qui m'appelle, il dit j'ai besoin de toi là pour une mission de récupérer un otage en Égypte. Et donc le gars avec sa crosse d'AK-47, il m'ouvre la tête. Tu peux le voir toujours là, c'est encore là. Et c'est quand tu viens d'un lycée de banlieue et que quelques années après tu déjeunes au Ritz-Carlton, tu fais une filature dans les rues du Caire, tu te fais tirer dessus à Bagdad, c'est exciting. Bienvenue sur Ego Trip, le podcast où l'art rencontre la vie et où chaque histoire devient un miroir de qui nous sommes. À chaque épisode, je vous propose de plonger dans un extrait de film, de chanson ou de livre qui attise ma curiosité. Je partagerai avec vous mes pensées, mes réflexions pour qu'on puisse ensemble tirer des leçons de vie afin de mieux vivre et ne plus passer à côté de l'essentiel. Que ce soit en solo ou avec des invités inspirants, on explore comment ces chefs-d'œuvre peuvent nous réveiller, nous révéler et surtout nous inspirer. Je vous souhaite de savourer ces partages comme un moment rien que pour vous, avec l'art et les histoires de vie. Parce que les deux, en fait, c'est ce qui nous aspire le plus, non ? Abonnez-vous pour ne rien rater. Bonne écoute ! L'art a ce pouvoir étrange et fascinant. Il est une passerelle. Une invitation à traverser, à franchir un seuil, à quitter ce que l'on croit savoir pour se laisser emporter ailleurs. Il ne se contente pas de raconter une histoire, il nous éclaire sur la nôtre, il nous pousse à nous interroger, à voir au-delà des apparences, au-delà du visible. Aujourd'hui, nous allons emprunter cette passerelle avec un invité hors du commun, un homme qui a vécu dans l'ombre des puissants, au cœur des tensions qui façonnent notre monde. Liam Moncler a été le gardien silencieux de figures emblématiques. Son livre, Dans l'ombre des géants, est bien plus qu'un récit. C'est un voyage au cœur du pouvoir et de la manipulation, un témoignage brûlant sur l'espionnage corporatif, les conflits économiques et la résilience de ceux qui naviguent dans ces eaux troubles. À travers cet épisode, nous allons non seulement découvrir son parcours, mais aussi explorer ce qu'il dit de nous, de nos propres combats, de notre façon d'affronter l'inconnu, car chaque ombre révèle une lumière, chaque silence porte en lui une vérité, parce qu'au fond, chaque histoire éclaire un peu plus la nôtre. Liam, bonjour, je suis ravie que tu sois avec moi aujourd'hui. Comment tu vas ? Bonjour, très bien. Je suis ravie qu'on puisse parler de toutes tes œuvres, de cette trilogie que tu as écrite, on le verra tout à l'heure, en très peu de temps, mais pour toi, c'était hyper important de partager, de transmettre à travers cette œuvre, à travers ce livre. Pourquoi tu as écrit ce livre, justement ? J'ai commencé à écrire un livre parce que mon fils commence un peu à grandir et il se demandait toujours « Papa, qu'est-ce que tu fais ? Tu pars toujours loin des fois, tu ne dis pas où tu vas. Tes amis sont quand même un peu bizarres par rapport à ce que je peux voir autour de moi. Et j'aimerais bien comprendre un peu. Et donc, et à l'occasion d'un déménagement récent, j'ai retrouvé des petites notes, des petits souvenirs de certains de mes voyages. Et justement, je partais en vacances pendant une semaine. J'étais au Mexique pendant une semaine. J'avais rien à faire. Et je me suis dit, je vais commencer à écrire. Et j'ai écrit. Puis les souvenirs revenaient. Et donc, et puis j'ai écrit le premier livre comme ça. Donc c'est ton fils finalement qui t'a poussé, lui le premier en tout cas, à coucher ton histoire sur papier. Et est-ce que tu te rappelles peut-être des mots qu'il a eus justement à ce moment-là ? Est-ce que c'était plus qu'est-ce qui se passe dans la vie de papa ? Qui sont ses amis, comme tu le disais tout à l'heure ? Qu'est-ce que tu voulais vraiment lui montrer à ton fils à travers ses écrits ? Alors je sais pas si c'est des mots, je pense que mon fils c'est un peu comme moi, il parle pas beaucoup. Donc je pense que c'est plus des interrogations, je vois dans son regard et qui me serre dans ses bras avant que je parte. Et les derniers voyages que j'ai faits étaient un peu compliqués. Je suis parti en Ukraine au début de la guerre et donc voilà, je sentais dans son visage qui était stressé, que voilà, que c'était quelque chose qui... Et donc je pense qu'intérieurement, il avait envie de me dire pourquoi tu vas là-bas, pourquoi tu restes pas avec nous. Et donc voilà, c'était pour ça, je voulais vraiment poser pour qu'il comprenne l'histoire, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, et pourquoi j'ai pas été là les 10 premières années de sa vie. Ok, très bien. Comment tu t'es senti quand tu l'as écrit ce livre ? Est-ce que c'était pour toi un sentiment de libération ? Parce que tu as quand même été confronté, on y reviendra tout au long de cette interview, tu travailles dans la sécurité rapprochée, tu as côtoyé des personnalités, des gens importants, des gens aussi, des géants, mais de l'ombre, peut-être moins connus, mais qui ont quand même des prises de décision hyper importantes dans le monde. Il y a forcément eu un impact sur toi tout au long de ta carrière, tout au long de ces expériences. Comment tu l'as vécu ? Est-ce que déjà, ça a changé ta vision du monde en côtoyant un petit peu toutes ces personnes et toutes ces décisions et tous ces non-dits, finalement, dans ta carrière ? Certainement, en fait.
Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir voir tout ce qu'on voit à la télé, toutes les informations qu'on voit à la télé, et connaître ce qu'il y a derrière, en fait, toutes les histoires ou toutes les phénomènes qu'on peut voir à la télé, que ce soit des personnages ou que ce soit des crises internationales, et être derrière, voir vraiment ce qui se passe. Et c'est vrai que, oui, ma perspective du monde, quand j'allume la télé, et que elle est complètement différente. Ma lecture est complètement différente, parce que j'ai une lecture qui est plus informé sur ce qui se passe vraiment. Mais donc c'est pour ça que je suis très neutre en fait dans la vie. Quand on me pose des questions sur la politique, etc., je suis très neutre parce que j'ai une vision qui va au-delà de ce qu'on voit à la télé. Mais justement, le fait de garder cette neutralité, déjà, ça doit pas être évident. Mais je pense que c'est plus confortable pour toi de rester ainsi. Et puis je pense que ton métier t'a formé, t'as formé à être comme ça. Mais est-ce que justement, des fois, t'as pas envie de partager ton point de vue, de partager vraiment ce que tu penses réellement de ce monde, avec des trucs qui peut-être t'énervent, ou avec des choses qui justement tu trouves sublimes, mais que t'oses pas partager parce que t'as tellement été dans ce truc où il faut garder un petit peu secret les choses? Alors c'est intéressant, j'ai jamais voté de ma vie. Donc, j'ai jamais voté de ma vie parce que en fait c'est compliqué, parce que je peux pas prendre parti sur des événements auxquels j'ai pu participer, sur les choses. Et donc ce que je vois beaucoup en fait, c'est que des deux côtés, les gens font pratiquement la même chose, utilisent les mêmes techniques. Et donc après il y a des grands hommes, ça c'est vrai. J'en ai côtoyé quelques-uns, des gens qui avaient des idées, des principes, mais souvent ils ont pas vécu très longtemps, leur vie a été raccourcie. Et donc je pouvais pas me permettre de prendre un côté, parce que après c'est les conflits permanents. Mais quand même, dans ma carrière, à un moment donné, j'ai arrêté parce que je me disais je peux plus faire ce que je faisais, parce que voilà, quand tu as des enfants, etc., tu réfléchis à plus de choses, tu vois beaucoup de choses qui sont tristes, et je pense que quand tu as des enfants et que tu te projettes sur les enfants que tu vois, et donc j'ai fait une transition vers l'humanitaire il y a à peu près 5 ans. J'ai transitionné pour travailler dans l'humanitaire, en faisant toutes mes compétences que j'avais avant appliquées à l'humanitaire, à la gestion de crise humanitaire. Donc pour moi, c'est ça qui m'a fait un peu transitionner vers autre chose et me dire ok, voilà, mais voilà, mes idées elles sont pour moi et je les partage pas trop. On va revenir sur le côté humanitaire, parce que je pense que c'est aussi quelque chose de très présent dans ton livre. On sent qu'il y a de l'humain, on sent qu'il y a vraiment quelque chose de très profond. Il y a une espèce d'introspection aussi à travers ce roman qui est un peu un thriller finalement. Mais tu dis un truc qui est très intéressant, c'est que ces gens-là qui parfois avaient de belles idées, qui prenaient de belles décisions, ou de bonnes décisions en tout cas dans ces moments un peu stratégiques, ne vivaient pas très longtemps. Est-ce que tu as déjà eu peur pour ta vie, justement en côtoyant ces personnes-là et en ayant accès à ces informations-là? Je dis toujours qu'aujourd'hui, c'est du bonus. J'ai dit, j'aurais jamais dû vivre aussi longtemps, et j'ai toujours pensé que je mourrais dans mes 30 ans, et que, voilà, au fin fond d'un désert ou d'une maison quelque part, personne, voilà, je serais rapatrié par les MAE, par le ministère des Affaires étrangères dans une boîte blanche, mais au final, voilà, je suis là, et donc pour moi, tout ce qui est aujourd'hui, c'est du bonus, et donc c'est pour ça que j'aimerais bien transmettre un peu ce que j'ai pu vivre. Mais oui, j'ai eu peur beaucoup. Je le décris un petit peu dans le livre, certains moments un peu tendus. J'ai pas tout mis parce qu'il y a plein de choses que je peux pas en parler, mais oui, il y a plein de fois où je me suis dit bon, mais en fait, quand t'es jeune, quand t'es dans l'action, quand tu penses que ce que tu fais a un impact. Il y a aussi l'adrénaline. Il faut pas se mentir que même dans l'humanitaire après, j'ai continué. J'étais à Gaza il y a pas longtemps, en Ukraine pendant la guerre, en Syrie, tous les derniers, et c'est vrai que j'ai une tendance à aller dans les endroits où on se fait tirer dessus, parce que je pense que c'est excitant. Il y a rien de plus excitant. Il y a rien de plus. C'est vraiment un choix de ta part. Mais est-ce que c'est ce côté justement humain où tu as besoin d'aller régler des conflits, aller régler des choses à échelle mondiale et humaine, ou est-ce que c'est parce que finalement ta carrière et cette envie de réussir te menaient là? Ouais. Non, la réalité, c'est qu'on résout rien. On est vraiment un petit échelon. On contribue. Mais je pense que c'est l'action et l'excitement de faire quelque chose qui est excitant, qui est hors du commun. Je pouvais me réveiller. J'allais des fois de Shanghai. Le matin, tu déjeunais à Shanghai. On avait un déjeuner à Paris, et on finissait à New York tard le soir dans un concert de jazz. C'est une vie qui était
qui est très excitante. Et je pense que c'est ça que je recherchais à chaque fois, à garder cette excitation. Et c'est quand tu viens d'une petite d'une banlieue, d'un lycée de banlieue, et que quelques années après, tu déjeunes au Ritz-Carlton, tu fais une filature dans les rues du Caire, tu te fais tirer dessus à Bagdad, c'est exciting, c'est tout. Et je pense que c'était l'adrénaline et l'excitement qui m'a fait avancer. C'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense que finalement, le message de ton livre aussi qui en ressort et qui nourrit un petit peu ça, c'est le fait de se dire qu'on peut venir de n'importe où, on peut avoir grandi dans n'importe quel contexte, banlieue, peu importe, on peut être de n'importe quelle couleur de peau finalement, n'importe quelle origine, et peut-être avoir des a priori ou des croyances, mais finalement tout est possible. Et c'est un peu ça le message de ton livre, c'est que t'as réussi à faire carrière et à côtoyer des milieux qui étaient peut-être improbables pour toi plus jeune, et c'est possible, c'est ça? Ah, tout à fait. Moi, c'est aussi beaucoup pour ça que j'ai fait ce livre, et à chaque fois je le fais. À chaque fois que j'ai le temps de le faire et de m'asseoir aussi avec quelqu'un, avec un jeune, j'explique à chaque fois que ce que tu vois aujourd'hui au quotidien, c'est pas la réalité. Bon, maintenant, c'est un peu différent parce que maintenant, il y a les réseaux sociaux, on peut voir plus loin. À notre époque, il n'y avait pas ça. Donc, quand on grandissait quelque part, on disait, bah, voilà, c'est ma vie, c'est mon espace et c'est ce que je vais faire de ma vie. Alors que pas du tout. Je pense que le message, c'est que tu peux faire ce que tu veux. Et je l'ai vu, pas qu'à travers moi, mais à travers d'autres personnes. J'ai eu la chance de protéger des gens assez connus, et qui sont pareils, qui viennent de pas grand-chose et qui ont réussi qui font des choses magnifiques, mais parce qu'ils travaillent. Ils ont un focus, c'est surtout ça. Dans leur tête, ils se sont dit, je vais être joueur de foot, ou je vais être à la télé, ou je vais faire du cinéma. Et ils ont dit, voilà, c'est ça. Bien sûr, il y en a beaucoup qui failent, et c'est ce qu'on voit. Mais la réalité, c'est que voilà, ces gens-là, ils sont et ils travaillent. Et tu les vois bosser. J'ai suivi des gens, tu te dis, mais c'est un guignol. Mais non, tu le vois le matin, il se lève à 4h du matin, il fait son sport. Après son sport, il fait ses emails. Après, il va à son whatever, soit du cinéma ou du foot, ou quoi, il fait ses entraînements, etc. Quand il finit, il fait des interviews, etc. Et le soir, il va aller voir des investisseurs pour discuter d'autres business donc, c'est du travail, c'est beaucoup de travail, mais avec un focus. Et les gens qui arrivent à se focus sur une chose, avec du travail, ils y arrivent. C'est pour toi une clé de réussite, du coup, la discipline, l'organisation, le fait de se focus vraiment sur ses objectifs, ses priorités? Ah oui. Pour moi, la discipline, c'est ce qui est le plus important. Moi, je suis pas forcément le plus discipliné. Je pense que j'ai une certaine discipline, mais pour moi, c'est important. Pour la réussite, c'est important. Moi, mon fils, tous les matins, il se lève, il fait son lit, il va on a une salle de sport à la maison, il fait son sport. Après, il mange et il va à l'école. Il y a pas, et c'est dans ce sens-là. Si je l'attrape après avoir fait son lit ou qu'il va à l'école, je vais à l'école, je vais le récupérer de l'école, et il revient faire son lit et sort son sport, et après il retournera à l'école. Donc, et je pense que c'est hyper important. Et aujourd'hui, ça se perd un tout petit peu, malheureusement. Tu parles beaucoup de ton fils, et moi j'aimerais qu'on parle de toi aussi quand tu étais plus jeune. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans tout ce qui est lié à peut-être l'intelligence stratégique, la sécurité rapprochée? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta jeunesse pour que tu veuilles faire ce métier? Parce que c'est pas forcément le truc que tout le monde imagine, tu vois, quand on est petit. Non, pour être honnête, c'est MacGyver. Ok, j'adore. Pour être honnête, j'étais fanat de MacGyver. Quand j'étais petit, je loupais pas un épisode de MacGyver. Je me rappelle, j'allais jouer au tennis à côté là, et je courais pour rentrer, pour pouvoir voir les épisodes. Et pour moi, je trouvais ça hyper intéressant. Et c'est marrant parce que MacGyver, en fait, il travaillait pas pour l'État au final, mais il travaillait pour une entreprise privée, voilà, qui donnait des services à l'État, des fois à des entreprises privées. Et je pense que au final, c'est ce que j'ai fait. Et pour moi, j'avais qu'une seule idée. Et quand j'étais petit, j'avais pris une feuille et j'avais écrit mon CV. J'avais écrit tout ce que je voulais faire. Donc t'étais un visionnaire. Pour chaque année. Quand est-ce que j'allais passer mon bac? Quand est-ce que j'allais rentrer à l'armée? Quand est-ce que j'allais rentrer travailler pour de la sécurité privée? Quand est-ce que j'allais me marier? Quand est-ce que j'allais avoir des enfants? Est-ce que ça s'est tenu, cette liste, du coup? Quasiment à quelques années près, j'ai vachement suivi ce que j'avais écrit, en fait. Et je l'ai retrouvé. T'avais quel âge? Je peux avoir 14-15 ans. Ok, waouh. Ouais, et j'avais tout marqué, et j'ai fait quasiment tout dans l'ordre. Est-ce que tu avais noté en 2025 tu ferais une interview? Non, ça c'était pas dans le plan. Rajoute à la liste. Okay. C'était pas dans le plan. Non. Ok, super. Ouais. Et avant de côtoyer ce milieu, du coup, tu es passé par la case armée. Raconte-nous un petit peu ces années-là.
C'est un peu différent. Moi, j'avais un parcours assez différent. J'ai pas eu un parcours de militaire d'actif, juste une année. Mais moi, j'ai une formation militaire. Donc, je suis passé dans les armées pour faire une formation militaire. Et après, je suis resté dans la réserve militaire où je faisais des missions en tant que réserviste dans l'armée. Et en fait, dès le début, j'ai eu l'occasion de partir dans une société militaire privée, très jeune, qui s'appelait Secopex à l'époque. Okay. Donc, c'était la première société militaire privée française. Et donc, très tôt, je suis parti travailler dans la sécurité privée. Une société qui a été rachetée par un grand groupe international qui s'appelle G4S, et qui vient de se faire racheter il n'y a pas longtemps, mais qui était le leader mondial. Donc, ça va de la gestion de prison à des mercenaires privés jusqu'à la sécurité dans les centres commerciaux. Enfin, c'est vraiment un des plus gros leaders mondiaux. Et donc, moi, je travaille dans une entité qui s'appelle Armor Group, qui était une entité qui s'occupait d'un peu des missions un peu spécialisées pour eux. Et donc, j'ai démarré là-dessus, et c'est comme ça que ça a démarré. Et après, je suis jamais retourné en arrière. Ok. Voilà. Est-ce qu'à un moment donné, parce que tu aurais pu te contenter effectivement de rester à l'armée comme beaucoup, déjà c'est une sacrée carrière parce que c'est beaucoup de voyages, beaucoup d'enjeux, beaucoup d'éloignement familial aussi. Est-ce qu'il s'est passé un truc à un moment donné où tu t'es dit non, je vais pas m'arrêter là, je veux côtoyer tel milieu, je veux être au cœur de ces décisions, mais un petit peu dans l'ombre. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu veuilles accéder peut-être à quelque chose de supérieur? En fait, c'est pas vraiment accéder à l'action supérieure. Je pense que l'armée, c'était pas vraiment ma place. C'était trop structuré pour moi, je pense, et j'avais envie d'aller trop vite. Et à l'armée, je pense que ce qui est bien dans l'armée, justement, c'est ça, c'est vraiment très structuré, qui m'a donné une super formation. Et puis j'ai rencontré des gars super. Je pense que c'est une des meilleures institutions, et je me rappellerai toujours quand j'ai quitté l'armée, le colonel qui dirigeait où j'étais, il m'a dit t'es un officier. Aujourd'hui, tu es un officier français, tu seras toujours un officier français. Rappelle-le-toi, agis comme un officier français le ferait. Okay. Et j'ai essayé toujours de garder cette ligne de conduite en disant, voilà, qu'est-ce qu'un officier ferait français et qu'est-ce qu'il ne ferait pas. Et je pense que voilà, c'est un peu la ligne de conduite que j'ai toujours essayé de garder. Maintenant, j'ai une opportunité. En fait, je pense que j'ai eu la chance, une opportunité d'aller sur un dossier et ça a bien marché. Je parlais bien anglais aussi, donc la différence, je parlais très bien anglais, donc ça m'a permis de rentrer et de faire des missions que d'autres n'auraient pas pu faire. Okay. Tu parles d'une opportunité justement. Est-ce que c'est suite à une rencontre? Est-ce que tu t'es trouvé au bon endroit devant la bonne personne qui t'a proposé justement la bonne opportunité? Comment s'est passée cette opportunité? Oui, alors j'ai rencontré donc Eval Wolfley qui avait créé Secopex, un adjudant-chef du 3e RPIMA, un des plus grands hommes que j'ai rencontrés. Quelqu'un de très simple. Je crois qu'il a passé 25 ans au régiment à Carcassonne, 25 départs en mission. Donc c'est une légende, quelqu'un de très droit et qui m'a fait confiance dès le début et avec qui j'ai travaillé et qui m'a lancé dans ce domaine-là. Et puis après, j'ai eu la chance de travailler pour un grand groupe français dans le cadre de missions privées et qui m'a fait confiance. Et donc j'avais une mission, je suis parti à Shanghai pour une de leurs missions et le jour où je devais partir, le patron de l'entité, de la business unit Chine, il m'a dit je t'emmène à l'aéroport. Ok, merci. Il m'emmène à l'aéroport et pendant justement le voyage, il me pose des questions sur qui je suis, qu'est-ce que je fais, d'où je viens, etc. Puis ça a vraiment bien matché. Et il m'a dit quand tu vas arriver à Paris, tu prends le taxi, tu vas voir la RH, la DRH. C'était un week-end, il a levé la DRH, il a dit et tu vas à la DRH, elle te signe un CDI pour notre boîte et tu vas travailler pour nous en direct. Ok. Et je veux que tu reviennes à Shanghai. J'atterrissais, je pense, le dimanche matin de Shanghai. Et il me disait, tu vas voir la RH, elle te signe ton CDI, tu fais un bisou à ta mère et tu reviens lundi à Shanghai. Donc c'est ce que j'ai fait et c'est comme ça que ça m'a vraiment lancé dans ce domaine-là. Incroyable. Shanghai, t'en parles beaucoup dans
dans tes livres en tout cas. On va lire un extrait tout à l'heure que j'ai trouvé assez fort de sens et tu me diras ce que tu en penses. Ouais. Mais avant, je voudrais juste qu'on parle de tous les voyages que tu as pu faire. Tu as dû traverser pas mal de pays. Et tu vois, moi, je trouve que quand on voyage, c'est vraiment ce qui nous ouvre aussi notre esprit. C'est-à-dire, voilà, quand on reste sur place, souvent, on a nos codes, nos normes, on a notre mode opératoire. Et le fait de voyager, de rencontrer d'autres cultures, d'autres lieux, d'autres terres, d'autres gens, ça ouvre des choses. Est-ce que toi, il y a un voyage, peut-être, alors sans parler forcément des gens de ta carrière, mais des voyages, des terres, des endroits qui t'ont marqué et qui t'ont peut-être façonné et reconnecté à ta vérité, à toi, à ce que tu es? Alors les voyages, c'est intéressant parce que tout le monde me demande, pose la question, quel pays, etc. En fait, la réalité, c'est que tous les pays apporte quelque chose. J'ai toujours eu, chaque pays, même le pire des situations que j'ai pu vivre dans des pays compliqués de chez compliqués. Il y a toujours eu quelque chose, soit une rencontre, une personne, soit un enfant avec qui j'ai eu une discussion, soit un événement en particulier, soit un lieu. Il y a des lieux comme, je cite toujours Jérusalem parce que ça a été assez important pour moi. Donc j'étais à Jérusalem j'étais en Israël pour une protection rapprochée pour quelqu'un de très compliqué et j'étais justement et mon grand-père en fait qui est très catholique à chaque fois il me disait Jérusalem c'est une ville merveilleuse, il y allait plusieurs fois etc, il faut que tu ailles à Jérusalem etc. Et donc quand j'étais à Jérusalem, on était sur une mission. J'étais dans la rue, la Via de la Rosa, qui est la route où on a transporté le Christ sur la croix à Jérusalem. Et mon téléphone vibre. Okay. Et bon, à l'époque, c'était pas les téléphones, c'était pas les smartphones et tout. Je pouvais pas regarder le message, etc. C'était les Sony Ericsson, là, non? Les Ericsson, là, ouais. Et donc ça vibre, donc j'appuie sur le bouton pour arrêter la vibration et puis je continue à faire ce que je faisais, quoi. C'était assez tendu. Et je rentre au kibbutz le soir, et donc j'ouvre mon téléphone, je vois que ma mère m'a appelé 20 fois, donc je la rappelle, et elle me dit ton grand-père est décédé. Ah, ok. Voilà. Et donc l'enterrement, c'est dans 2 jours. Donc déjà, je pouvais pas y aller parce que c'était pas possible. Et donc c'était intéressant, parce que je pensais à mon grand-père tous les jours. Parce que quand j'étais à Jérusalem, j'étais trop content de pouvoir rentrer et lui dire je suis enfin allé à Jérusalem, etc. Et donc c'est un pays qui m'a marqué de faire de son histoire, de faire de ce qui se passe là-bas. Et c'est intense, en fait. Même les gens qui étaient avec nous, tu sens dans les monuments où on est allé, dans les églises, dans les mosquées, dans les synagogues, au mur. Enfin, c'est intense. Ouais, c'est un lieu vraiment multiculturel où il y a vraiment toutes les religions qui se croisent. Ouais. Mais c'est incroyable parce que du coup, ton grand-père, c'est comme s'il se sentait de partir parce que ça y est, t'es parti sur ces terres-là. C'est ce que incroyable. Je me suis dit. Je sais pas, cette histoire m'a toujours marqué. Et ce pays, je suis retourné récemment là pour les événements qui se passent en ce moment, mais c'est différent. Mais je sais pas, c'est toujours un pays et j'ai beaucoup d'amis aussi là-bas. Je sais pas, je trouve cet environnement assez fascinant. Voilà, c'est conflictuel, je sais, mais c'est fascinant. Ouais, c'est une terre riche. Je trouvais intéressant qu'on s'intéresse à un passage de ton livre. Je vais le lire, ou tu veux peut-être le lire, je sais pas. Non, je vais le lire et je veux bien qu'on échange dessus parce que je le trouve très lourd de sens et il y a des petites choses quand même dedans qui je pense font partie du message que tu voulais transmettre. Tu as écrit: travailler pour Alteon dans ce contexte, c'est naviguer dans une zone grise permanente. Mon équipe et moi, nous n'étions pas seulement des protecteurs. Nous étions des joueurs dans un jeu complexe où chaque mouvement devait être calculé. Monsieur Wang était un adversaire redoutable. Sa présence pesait sur chaque décision que nous prenions. Il avait une capacité unique à manipuler les perceptions. Pour nous, il était un stratège implacable, prêt à utiliser n'importe quel moyen pour atteindre ses objectifs. Mon quotidien était loin d'être routinier. Une journée, je pouvais coordonner la sécurité d'un dirigeant d'Alteon lors d'un déplacement à Pékin, et le lendemain, je me retrouvais à organiser une filature discrète à Los Angeles pour surveiller un partenaire soupçonné de partager des informations sensibles avec Wang Industries. Une autre fois, j'assistais à une réunion stratégique à Paris, dans une salle feutrée, où chaque mot était pesé comme une arme. À chaque instant, il fallait être prêt à anticiper l'imprévisible. Mais ce n'était pas seulement une question de sécurité. Il s'agissait de comprendre les dynamiques culturelles, les subtilités politiques et les enjeux économiques. Alors, c'est vrai que tu as été
dans cet extrait, en tout cas, on comprend que tu as été quand même confronté à beaucoup de manipulations, à des perceptions qui sont autres que celles de ta carrière. Comment tu as pu trouver, alors peut-être chez les autres que tu as côtoyés, mais aussi toi, un espèce d'équilibre entre stratégie et authenticité? Je pense pas qu'il y avait une vraie authenticité dans le travail. Je pense que dans le travail, c'était que stratégie. Je jouais un personnage à chaque fois que j'allais dans un lieu différent. Je développais mon propre personnage. Il y avait aucune authenticité. Ouais. La vraie authenticité, elle était dans le privé. Bien sûr, quand je finissais une mission, je descendais au bar de l'hôtel pour discuter avec des gens, etc. C'est là où je revenais à être authentique. Mais au travail, c'était que stratégie. C'était que de la stratégie, c'était que du déguisement, mais du déguisement pas physique, mais du déguisement un personnage intellectuel. Quand j'avais pas des papiers différents, d'ailleurs avec des noms différents, etc. Donc ça a toujours été c'est toujours la stratégie. Et je pense que je me suis adapté très tôt, parce que ma mère est française, d'origine française, de Lyon, avec un papa très catholique, avec 9 frères et sœurs. Et mon père est sénégalais, avec musulman, donc avec 12 frères et sœurs aussi, donc des deux côtés. Yes. Et donc je me suis adapté. Le vendredi, j'allais à la mosquée, le dimanche, j'allais à l'église. Donc en fait, j'ai toujours eu un peu cette double personnalité. Enfin, un peu personnalité, mais j'ai toujours su évoluer dans différents environnements. J'allais dans une école publique, dans une des top 10 des cités de France les plus dangereuses, mais ma mère était haut fonctionnaire. Donc j'allais à Bercy quand elle se faisait remettre sa médaille de la Légion d'honneur par monsieur DSK, et après j'allais dans la cité pour aller à l'école. Donc j'avais des copains des deux côtés, etc. Donc j'ai toujours un peu navigué dans ces eaux-là, et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai pu, dans mon travail, aller accompagner Sarkozy et Rachida Dati à Pékin, et le lendemain être dans une rizière au Bangladesh pour escorter quelqu'un d'autre. Donc je pense que c'est ça qui a fait ma force. C'est magnifique que tu parles de force, justement, parce qu'aujourd'hui, je me mets dedans aussi, je suis métisse, mais beaucoup de gens métissés, tu vois, qui sont issus de différentes origines, différentes religions, se disent être nulle part chez soi, et en même temps partout chez soi. Et il y a toujours ce truc un petit peu entre deux chaises, comme on dit, mais finalement, plutôt que d'en faire quelque chose de difficile, moi je trouve que c'est une vraie force. Et je pense que c'est ce qu'on retrouve aussi tout au long de ta carrière et ton parcours, ton histoire, c'est que c'est cette adaptabilité. C'est-à-dire que tu t'adaptes très rapidement aux gens que tu rencontres, aux endroits que tu côtoies, aux terres les terres sur lesquelles tu vas. Et cette adaptabilité, on la retrouve aussi beaucoup dans ton livre et dans toutes les expériences que tu traverses. Est-ce que tu t'es senti par moments pas à ta place, ou au contraire, est-ce que tu t'es dit, mais je me sens trop bien dans ce rôle-là, dans ce personnage-là, mais c'est ok que des fois je m'éloigne un peu et que je récupère cette authenticité avec les miens? Je pense que c'est fatigant. La réalité, c'est que c'est fatigant. Et surtout que moi, c'était tous les jours. Et puis avec des enjeux qui sont un peu compliqués. Je peux pas tout d'un coup dire, allez, j'en ai marre. Voilà, c'est pas possible, parce que déjà, il faut rentrer. Donc, pour moi, oui, c'est une qualité, mais pour moi, je vis ça un peu comme un burden. Je sais pas comment on dit en français, mais un poids, voilà, parce que c'est fatigant. Parce qu'en fait, c'est un peu fatigant, et des fois, t'es un peu perdu, parce que tu te dis, ok, je viens d'où, je fais quoi, et si je me pose, si je veux rentrer chez moi, c'est où chez moi? Et un exemple, une fois, je vais rentrer chez moi, j'étais en mission fatigant, un truc compliqué, un truc un peu compliqué, un truc vraiment compliqué. Et je rentre à Paris, ma mère habitait à l'époque dans le 5e arrondissement, rue Cardinal Lemoine. Et j'essaie de passer, donc j'avais un bon sac à dos, etc. Et il y avait une ligne de gendarmes mobiles. C'est gendarmes mobiles, ligne de gendarmerie. Et je voulais passer, il me dit non, il y a une manifestation, etc. La rue est bloquée, c'est juste les habitants qui passent par ici. Je dis oui, mais j'habite là. Il me dit ah non, toi, je pense pas que t'habites là. Ah ouais, d'accord. Et donc déjà, j'ai dit c'est pas toi, c'est mon lieutenant déjà. Et si j'habite là. Et là, je me suis Génial dit, ta réponse. Qu'est-ce que t'as laissé passer ou pas? Ouais, mais il m'a laissé passer parce que j'avais des papiers militaires, donc j'ai montré les papiers, etc. Donc c'était simple, et il s'est même excusé. Et il a dit j'ai eu une journée difficile, etc. Donc je n'en veux pas du tout. Et puis au final, on s'est revus plus tard
On s'est recroisés plus tard à Satori, à la caserne de Satori, et puis le soir on est parti. Le mec du 5e. Ouais, on est parti ensemble déjeuner, pas dîner le soir. Okay. Donc au final, mais c'est juste pour te dire qu'au final, et c'était pas méchant, j'ai juste fait jeter les yaourts toute la journée dessus, il en avait marre, tu vois. Mais ça reste des a priori quand même. Voilà, mais ça reste quand même des a priori, mais c'est un a priori qui est réel. Et moi aussi j'en ai des a priori quand je suis en mission, etc. Et quand je forme des gens, je leur donne des a priori, forcément, parce que, mais voilà, c'est pour te dire que, c'est sympa, c'est-à-dire qu'on a une grosse culture, mais c'est quand même un poids. Ouais. Voilà, ça reste quand même un poids. Et voilà, pour reparler de mon fils encore, c'est les choses. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai toute cette réflexion aussi, c'est comment je l'éduque. Qu'est-ce que je lui dis là-dessus? Parce que lui aussi, il est entre deux mondes. Quelle est l'approche que j'ai? Moi, j'en ai ressorti comme une force. Lui, est-ce que ce sera la même chose? Voilà. Moi, je pense que tu es en train de lui transmettre quelque chose qui va faire en sorte que ce soit une force pour lui. Déjà, ce livre, tout ce que tu partages avec lui, et effectivement, c'est un poids. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, qui sont dans une espèce de crise identitaire parce que c'est un poids, parce que c'est pas évident. Mais on peut aussi avoir le choix d'en faire une force. Et tu le fais bien, justement, à travers toute cette transmission et tout le partage de ton expérience. Donc, c'est top. Je voudrais qu'on parle de confiance en soi. C'est un mot qui est très galvaudé, qu'on voit partout. On parle beaucoup de confiance en soi partout, d'estime de soi, d'amour de soi. Mais en vrai, c'est quand même quelque chose qui est très important. Et tu as quand même traversé pas mal d'expériences qui t'ont mis dans un stress permanent. Déjà, rien que ton identité, cette mixité, mais aussi tout ton parcours avec tous ces secrets, ces non-dits, toutes ces choses que tu entends mais que tu ne peux pas divulguer. On le ressent même dans ton témoignage, où tu fais quand même attention de pas trop divulguer. Sauf pour ta maman, l'adresse, tu l'as dit parce qu'elle y habite plus. Donc c'est bon, ça tu le donnes. Bon. Mais je pense quand même malgré tout que tu as eu un stress permanent dans ta vie. Est-ce que ça t'a un peu éloigné de cette confiance en toi, ou est-ce qu'au contraire, tu savais quand même faire le distinguo et tu avais quand même confiance en ce que tu faisais, en ce que tu construisais, en ce que tu bâtissais, tu vois, dans cette histoire, dans ce parcours? Alors, c'est une chose que j'ai appris à l'armée. Je pense que la première fois que j'ai passé la porte d'un C-130 Hercule à 400 mètres d'altitude et que j'ai sauté de l'avion, mon métier, il faut savoir débrancher son cerveau. Et ça, l'adjudant-chef m'a toujours dit. Et ça, c'est clé. C'est-à-dire que oui, j'ai confiance en moi et j'ai trop confiance en moi, des fois. Mais t'es obligé, parce que sinon, tu fais pas la moitié de ce que tu fais. Quand t'es avec deux personnes, t'as deux civils avec toi et que t'es dans un building qui a une rue, il y a au milieu de la rue, t'as un Toyota Hilux avec une tourelle, avec une 12-7 qui tire des balles et tu entends les balles qui font vous et tu sais que de toute façon il va finir par détruire le mur et donc il faut passer dans la maison d'en face et traverser la rue. C'est pas une histoire de confiance en soi, c'est l'histoire que t'as deux personnes, deux civils, eux ils ont peur. Enfin toi aussi t'as peur, mais eux, ils ont peur et il va falloir les convaincre qu'il faut pas rester là, qu'il va falloir traverser. Mais quand t'entends les vous qui passent, c'est impressionnant. Mais toi, tu sais qu'il va devoir recharger à un moment donné et à ce moment-là, il va falloir les préparer à partir et il y aura pas de discussion. On y va. Donc t'es obligé. Enfin, t'es obligé d'avoir une confiance en soi. Et dans ta vie privée, est-ce que cette confiance en soi, justement, cette confiance en toi, est-ce qu'elle est impactée? Est-ce que tu as toujours peut-être des ressentis un peu post-traumatiques ou post-stress qui ressurgissent dans ta vie privée? Ah oui, mais de toute façon, dans la vie privée, enfin, la confiance en soi qu'on a dans un métier, et puis j'ai vu beaucoup avec beaucoup de personnalités aussi, dans la vie privée, ils n'ont pas beaucoup confiance en eux. Et moi, c'est pareil, je pense que j'ai beaucoup plus confiance j'ai beaucoup moins confiance en moi dans la vie privée, dans les relations interpersonnelles, etc. Moi, je suis plutôt discret, je vais pas sortir, voilà, c'est sûr que, parce que je pense on pense qu'on est dans un monde différent et que les gens qui sont autour, ils sont des meilleures personnes. Je sais pas si ça se dit en français, des bonnes personnes. Ouais. Ils sont des bonnes personnes et que nous, on vit un peu, je sais pas si on a triché ou est-ce qu'on mérite d'être là, pourquoi nous on a ça, les autres n'ont pas ça, ou pourquoi on vit ces expériences, est-ce qu'on peut les partager. Moi, quand j'ai quitté, j'ai quitté parce que je me suis marié. Et j'ai eu vraiment du mal, mais vraiment, vraiment beaucoup de mal, en fait, à en parler, à transmettre. Je pense que ma femme a appris plus de choses dans mon livre que je lui ai jamais dit. Voilà. Et elle m'a dit,
parce que voilà, c'est des choses auxquelles on parle pas, c'est compliqué. Évident, on n'a pas cette confiance en soi interpersonnelle. C'est pour ça que souvent, en fait, nos amis sont exactement du même monde que nous, parce que ils peuvent relay. Vous comprenez entre vous. On se comprend entre nous. Mais cette confiance en soi, non, on l'a pas dans la vie privée. Après, il y en a sûrement qui l'ont, hein, et tant mieux pour eux. Mais la plupart que je côtoie, on est dans un monde un peu différent. Et je pense que ça, on partira jamais. On a essayé la thérapie, aller voir des psychologues et tout ça. Mais même les psychologues, en fait, ils ont pas vécu ce qu'on a vécu. Alors, c'est un peu différent. Alors maintenant, aux États-Unis, moi j'habite aux États-Unis. Donc aux États-Unis, il y a quand même d'anciens militaires, des forces spéciales qui sont reconvertis un peu en psychologue. J'en connais un en particulier qui était dans les Delta Force, avec qui j'ai travaillé, et qui lui s'est reconverti là-dedans. Et là, c'est plus facile parce que c'est plus facile de se partager, de s'ouvrir, etc. Mais en France, je connais pas trop comment ça se passe. Mais tout à l'heure, tu parlais, t'as dit un mot, football. Ouais. Tu parlais de quelqu'un que tu as accompagné. Est-ce que tu veux nous en parler, parce que c'est comme une personnalité importante, iconique un peu aujourd'hui. Tu as été son garde du corps rapproché, hein, tu t'es occupé de sa sécurité rapprochée. Est-ce que, parle-nous de cette expérience, parle-nous de peut-être des anecdotes qui parlent de cet homme, de cette légende. Est-ce que c'était intéressant comme expérience d'être avec lui? Alors c'est intéressant parce que je suis pas du tout foot. Je suis pas du tout foot, donc moi le foot, en 98 j'étais dans la rue comme tout le monde. Mais bon, après c'était plus pour la fête que pour l'exploit. Mais un jour on m'a demandé de venir pour une mission, c'était en Indonésie. On m'a dit est-ce que tu peux venir pour sécuriser? L'Indonésie c'est compliqué, l'hôtel où on va il a explosé il y a quelques années, et d'ailleurs il a explosé quelques années après. Est-ce que tu peux aller préparer cette mission? Donc, moi, j'arrive 2 semaines avant à Jakarta. Je fais tout ce que j'ai à faire. Je vais voir je sélectionne les lieux. Je fais ce qu'on appelle une advance, c'est-à-dire que je vais voir tous les lieux où on va aller. Je prends contact avec la police locale, l'armée. On devait faire visiter le président, donc avec la sécurité du président, etc. Je les forme un peu sur nos tactiques, etc. Et après, donc cette personne-là arrive à l'aéroport. Donc on va chercher à l'aéroport, on arrive, on devait prendre un hélicoptère pour aller dans un autre lieu. Donc c'était un Puma, je me rappelle. On avait un Puma c'est un gros hélicoptère de l'armée. J'imaginais l'animal, je me suis dit, what? Ok. Et un Bell 412, c'est un très gros hélicoptère, plus pour VIP. Et donc on prend cet hélicoptère, il s'assoit, et il y a son garde du corps de tous les jours, en fait, qui est là. Et je lui dis, attends, tu parles anglais? Il me dit, non, je parle pas anglais, etc. Donc, je veux dire, je vais aller dans l'hélicoptère avec lui, parce que si l'hélicoptère, il tombe, il va y avoir quelqu'un qui gère la situation, etc. Donc, est-ce que tu peux aller dans le deuxième hélicoptère? Il me dit, oui, j'ai dans le deuxième hélicoptère, mais c'est un peu compliqué, il aime pas trop les nouvelles personnes. Je dis, ouais, mais là, on n'a pas le choix, et de toute façon, l'hélicoptère va décoller. Donc, je viens. Il y avait le CEO d'un très grand groupe. Il y avait sa fille, et il y avait cette personne-là, justement, donc mais légende de chez légende. Et donc, moi, je m'assois, et puis l'hélicoptère était quand même un peu petit. Donc, en fait, il rentre ses jambes comme ça sur moi, il me touche les jambes, et c'est des jambes, ça vaut des milliards, ces jambes. Elles doivent être assurées à plusieurs milliards de dollars. Et donc et puis là, je me rends compte, ça fait bizarre, en fait, de le voir en face de moi, donc avec toucher ses jambes. Donc, mais bon, après, je suis pas fan de foot, mais bon, quand même, il a transmis des émotions. Ouais. Et puis, je le vois, il me regarde, il me dit, mais c'est qui celui-là? Je le vois dans ses yeux, il me dit rien, il m'adresse pas la parole. C'est quelqu'un de discret, on a l'impression, quand même. Hein. Extrêmement discret. Ouais. Et donc, on décolle. On part, et tout d'un coup, énorme tempête. Alors, d'habitude, en France, on n'aurait jamais décollé. Mais bon, c'est en Indonésie. Et puis, ce plat, t'es déjà allé dans un hélicoptère. Mais quand t'es dans un hélicoptère et qu'il y a de la pluie, comme l'hélicoptère avance très rapide, on a l'impression que c'est les cailloux qui sont lancés contre les vitres. Et donc, tout le monde paniquait. Et puis moi, l'hélicoptère, j'avais fait pas mal. Et donc, mais bon, c'était quand même assez impressionnant. Et puis, je pouvais pas avoir peur parce que sinon, il allait voir que j'avais peur. Donc, en fait, je pense qu'il regardait dans mes yeux pour savoir si j'avais peur. Déjà, il savait pas qui j'étais. C'est vraiment un métier, hein. Voilà. Et donc, et puis on atterrit à Jakarta. On atterrit en face de l'hôtel. C'était au Ritz-Carlton à Jakarta. En fait, il y a 2 hôtels. Il y a le Ritz-Carlton et le JW Marriott qui sont l'un en face de l'autre. Et au milieu, il y a une espèce de friche et les enfants jouent au foot. Alors, on atterrit ici. Donc, les enfants, quand ils ont vu qui c'était, c'était l'émeute. Mais bon, anyway, c'était une expérience intéressante. Et pour tout le voyage, on a passé 1 semaine là-bas. Il m'a pas adressé la parole une seule fois. Alors,
Ah ouais, pas du tout. Pas du tout. Pas une seule fois. Et donc, Vous êtes des personnes discrètes toutes les deux, vous auriez pu échanger facilement, quoi. Peut-être. Non, même pas. Et il était avec ses enfants, sa femme, etc. Pas une seule fois il m'adressait la parole. Et donc je demande à son garde du corps qu'il a d'habitude, et il dit mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non mais il est discret, il te connaît pas encore, etc. Dernier jour, on l'emmène au jet privé. Non, il n'y a pas de jet privé d'ailleurs ce jour-là. Il partait sur un vol régulier, et ça m'a vachement étonné aussi. Et il part sur un vol régulier. En plus, la compagnie indonésienne, moi, j'aurais pas pris cet avion. Je sais plus comment s'appelle cette compagnie, mais elle est sur la liste rouge partout. Okay. Mais bon, et il se retourne et il me dit merci. Il me serre la main, et il me tend la main, pour lui, il me dit merci, et après il part. Donc voilà, donc j'étais rassuré. Okay. Et après, un mois après, on repart ailleurs. On va en je sais plus, c'était en Égypte, en Pologne, je sais plus où on est allé. Et là, il arrive, comme si on était les meilleurs potes de la vie. C'est vrai. Donc, il fait des blagues, parce qu'il adore faire des blagues. Okay. Non, c'était en Turquie. Okay. Et c'était à Istanbul. Et là, on parle, il fait des blagues, voilà, comme si j'ai toujours été dans son équipe. Mais en fait, donc, c'est une personne qui est extrêmement discrète. Et donc voilà, en fait, en gros, il m'a évalué et voir si j'étais quelqu'un, je sais pas comment c'est quoi ces critères d'évaluation, mais en tout cas, je pense qu'il a passé un bon moment en Indonésie, il a senti que c'était très professionnel la façon dont on a géré, parce que il faut se rendre compte qu'en Indonésie, c'est des fanas de foot. La région Asie-Pacifique, c'est des fanas de foot. Il y avait des gens qui venaient de Chine, des gens qui venaient d'Australie pour rester devant l'hôtel. Donc il y avait, je sais pas, des centaines de personnes devant l'hôtel qui faisaient le pied gru devant l'hôtel juste pour l'apercevoir. Au restaurant, on allait, c'est pareil. Enfin, c'était quelque chose. Incroyable. Mais ce merci, en fait, du coup, ça a été vraiment le truc qui a changé après votre relation. Est-ce que c'est quelqu'un, justement, et c'est valable d'ailleurs peut-être pour d'autres personnes que tu as pu protéger, est-ce que les gens, en général, sont peut-être dans l'observation et vraiment s'assurent de voir qu'ils peuvent te faire confiance, qu'ils peuvent se sentir protégés et en sécurité grâce à toi? Et une fois cette phase d'observation passée, est-ce que là, justement, il y a des liens qui se créent un peu plus avec des rires, avec des échanges, avec des confidences, peut-être? Je pense que ça dépend. Lui est vraiment spécial. Je pense d'habitude... c'est différent. Après, tout le monde est différent entre les acteurs, les chefs d'entreprise. Moi, j'ai fait beaucoup de chefs d'entreprise, j'ai fait beaucoup de gens qui sont protégés pour des raisons de sécurité personnelle. Enfin, je gère pas j'ai très rarement, donc par exemple, cette personne-là, je m'occupais pas de sa sécurité quand il était, je vais dire la ville, dans ces clubs de foot, etc. Moi, je m'occupais de sa situation quand il est dans des pays compliqués. Voilà. Donc, on allait en Turquie ensemble, en Indonésie, on est parti en Égypte, voilà. Un truc compliqué. Je l'accompagne pas dans sa vie au quotidien. Donc, généralement, quand tu accompagnes des gens dans des pays compliqués, ils t'écoutent plus parce qu'ils se disent bon. Ils ont pas le choix, ouais. Voilà, ils se disent bon, c'est mieux d'être. C'est pour ça que ça m'a étonné quand en Indonésie, je me dis mais il est con lui. C'est moi qui vais lui sauver la vie, potentiellement. Voilà. Machin, Et puis c'était chaud l'Indonésie, donc on allait dans des endroits, c'était compliqué. Donc mais bon, en fait lui c'est comme ça qu'il marchait, mais dans la réalité, les gens, ils sont plus à nos écoutes. Tu vois, quand t'es sur quelqu'un en Afghanistan, en Irak, au Nigeria, c'est comme ça. Ils écoutent le briefing parce que ils savent que leur vie peut dépendre de nous. C'est intéressant, tous ces partages. Vraiment, je vous invite à découvrir son livre parce qu'effectivement, tu racontes plein d'anecdotes. C'est à la fois un partage de ton histoire, de ton parcours, mais c'est un roman qui se lit hyper facilement et on y apprend beaucoup. Et parfois, même si on n'est pas dans ce milieu-là, on s'y retrouve un petit peu finalement sur tous ces enjeux, que ce soit mondiaux, mais aussi tout ce que tu as pu traverser à travers cette expérience. Et d'ailleurs, la sécurité rapprochée, l'espionnage, tous ces milieux-là, c'est des choses qui ne sont pas très connues du grand public. C'est pas des sujets qu'on aborde beaucoup dans les médias. Est-ce que toi, à travers ce livre, à travers peut-être des apparitions comme aujourd'hui dans cette interview, est-ce que tu as envie de transmettre quelque chose de particulier qu'on n'a pas encore abordé dans les médias ou aux yeux du grand public aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un enjeu pour toi dans cette transmission? Non, je pense que ça intéresse. Il y a beaucoup de livres sur la police, sur les policiers, sur les militaires, etc. Il y a très peu de livres sur ce qui se fait vraiment dans le monde de l'entreprise, que la réalité, c'est que tout le monde pense que la paix se fait par la guerre, mais je pense que la paix se fait par l'économie, surtout, par la stabilité économique. Et donc, ces acteurs économiques, ils sont extrêmement importants. Aujourd'hui, les gens vivent parce qu'ils ont un salaire, pas parce qu'ils ont chassé les Allemands en 45. Donc aujourd'hui, c'est ça qui est important. Je pense, c'est cette stabilité, comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette stabilité économique. Il y a des soldats qui font la guerre aujourd'hui en Ukraine, par exemple, mais la guerre économique en Ukraine derrière aussi, elle est tout à fait
énorme et avec des enjeux beaucoup plus importants pour les Français aujourd'hui que la guerre physique. Et donc c'est pour ça, l'idée c'est d'expliquer un peu ce qui se passe derrière et comment tout ça est fait. Après, pas en détail, parce que forcément c'est très confidentiel, mais au moins leur expliquer que oui, il y a des soldats aussi derrière qui se battent pour que la France garde cette structure économique qui permet de supporter l'économie française. Il y a quand même beaucoup d'humanité dans ce livre et dans tes partages. Il y a vraiment cette dimension humaine qui, je trouve, qui transpire vraiment. Est-ce que tu as eu à cœur vraiment de rendre hommage en fait aux personnes qui travaillent un petit peu dans l'ombre, dans ces métiers-là ou dans d'autres métiers? Parce que c'est vrai qu'on parle souvent, par exemple, tu vois, la personnalité dont on citait tout à l'heure, on parle souvent des géants un peu de ce monde, des grands. Est-ce que c'est un hommage, en fait, ce livre, à ces gens de l'ombre? Oui, c'est un hommage à ces gens de l'ombre qui ont des vies un peu sacrifiées, parce que la réalité, c'est que t'es obligé de sacrifier une partie de ta vie pour faire ça. Et ça te marque, ça te garde. Moi, ça va me garder toute ma vie. Et donc, c'est un peu leur rendre hommage en disant, voilà, vous existez. C'est un peu un acknowledgement qu'ils existent. Mais après, on n'est pas les seuls, hein, les policiers, les militaires, même les journalistes ou d'autres, ou les infirmiers, les docteurs. En fait, il y a tous les gens qui sont dans l'ombre, en fait, qui font avancer un groupe humain, une humanité, dans ce monde. Et souvent, pendant le Covid, on les a félicités, mais dès que le Covid est fini, voilà, parce qu'on en avait besoin pendant le Covid. Alors que nous, on intervient tous les jours, on nous voit pas, mais je pense qu'on a une contribution énorme à l'économie française, mondiale, et aussi à garder un monde de paix. Pour toi, la paix, c'est important. Est-ce que y a un passage, toi, du livre que tu aimes plus qu'un autre et qui a été peut-être difficile à écrire, ou au contraire qui a été satisfaisante, mais c'est quoi, toi, ton passage? Je sais pas, j'ai pas de passage particulier, mais chaque passage me rappelle en fait des souvenirs et me fait sourire à chaque fois que je les ai écrits, parce que c'est des moments. Et puis moi, je parle pas beaucoup, donc, et puis en fait, quand j'écrivais, je dis ok. Ma femme, elle va apprendre ça. Alors, il y a Ça te faisait sourire. Dans le deuxième livre, on habitait en Angleterre à l'époque. Il y a un pote qui m'appelle, il dit j'ai besoin de toi là pour une mission de récupérer un otage en Égypte. Il va être délivré, etc. Mais bon, c'est au Sinaï, c'est un peu compliqué. Est-ce que tu viens, tu viens et tout? Je fais ouais, mais c'est compliqué. Je dis quoi à ma femme? Elle dit t'inquiète pas, on va s'arranger. Et donc en fait, on a monté un trip notre couverture, c'était un trip de plongée à Sharm el-Sheikh. Okay. Donc à Sharm el-Sheikh, il y a une grosse base américaine. Enfin américaine, je sais pas si c'est américaine, mais c'est une base dans le Sinaï. Et qu'en fait, le Sinaï avec les accords d'Oslo, ils sont gérés. Par les Américains et d'autres. Donc c'est un peu une zone tampon en Égypte entre Israël et les Égyptiens. Et donc il y a beaucoup de terroristes, on va appeler de terroristes, de criminels, pas comme vous les appelez, dans cette région, mais c'est une région qui est magnifique. Et donc je dis ok, j'arrive, et donc j'ai ma femme, je vais partir faire une semaine de plongée à Sharm el-Sheikh. Donc voilà. Donc on va faire la mission, compliquée. On a un problème dans le désert, on se fait attraper. Donc on nous enlève nos armes, etc. Je me prends quelques coups. Et donc le gars, avec sa crosse d'AK-47, il m'ouvre la tête. Tu peux le voir toujours là, c'est encore là. Il m'ouvre la tête, mais bien. Et donc on fait la mission, on récupère l'otage et tout, on finit par réussir à partir. On dépose l'otage aux Américains. Je prends l'avion, je rentre. Avec un gros trou dans le crâne. Gros trou dans la tête. Donc, la plongée, compliqué, hein. Donc j'ai dit, j'ai fait la plongée dans une grotte et je suis monté un peu trop vite. Et, voilà. Et donc, donc, quelques années après, elle a lu que c'était pas vraiment un truc de plongée. Donc quand je l'écris, ça me faisait rire parce que je savais que ça allait être compliqué. Mais voilà. T'avais pas le choix par rapport à ta profession, j'imagine. Ouais, en fait, je sais pas, parce que c'était un job privé. Après, ça s'est passé à la télé. Enfin, je suis pas passé à la télé, mais l'histoire est passée à la télé, etc. Et j'aurais pu le dire que c'était moi. Enfin, ça aurait pas changé grand-chose. Mais en fait, je pense que c'est juste que ça aurait été compliqué. Enfin, je sais pas si elle aurait compris pourquoi je quitte ma famille pour aller faire un truc hyper dangereux. Voilà. Et ça, c'est compliqué à expliquer dans l'humanitaire aussi. Quand je suis parti, la plus grosse crise qu'on a eue, c'était quand je suis parti en Ukraine. Déjà, c'était compliqué. Après, Gaza, elle a pas compris. Elle dit, pourquoi tu pars pour ça? Tu vois, pour aider d'autres personnes, pourquoi tu nous aides pas nous? Nous, on a besoin de toi. Tes enfants, ils ont besoin de toi. Pourquoi tu vas partir? Je dis oui, mais si moi je le fais pas, qui va le faire? Tu
tu vois. Et ça, c'est compliqué parce qu'au fond de moi, j'ai besoin de ça, en fait. Et en plus, ce qu'on se dit souvent quand on se retrouve dans des endroits comme ça, je me rappelle, j'étais au Maroc avec une journaliste, on discutait pendant le tremblement de terre. Au Maroc, il y a quelques années, l'année dernière à Marrakech, on s'est assis avec une journaliste du Washington Post et on discutait de ces trucs-là, qu'est-ce qu'on fait ici, etc., etc. Et elle disait, elle dit, moi, honnêtement, c'est pas pour aider les gens, c'est pas pour transmettre, soi, en fait. C'est ce que je dis, mais la réalité, c'est que voilà, j'en ai besoin. Et je pense que c'est pareil pour moi. Je pense que c'est vrai que je dis oui, je vais aider les gens et tu te sens bien à aider les gens, c'est vrai. Mais la réalité, c'est que tu t'aides toi, en fait. Ouais, je m'aide moi. Mais c'est hyper fort ce que tu dis parce que beaucoup de gens ne réalisent pas ça et c'est vrai que ça, c'est un vrai message. Souvent, on pense faire les choses pour les gens et on le fait un petit peu aussi pour les gens parce que je pense qu'on a aussi envie de contribuer à une meilleure humanité. Tu vois, tu fais dans l'humanitaire, tu fais des choses quand même incroyables pour des personnes. Mais en vrai, c'est un peu... toutes ces situations, ces expériences, ces gens, c'est un miroir finalement et ça te renvoie quelque chose à toi. Et en fait, tu le fais pour toi parce que c'est plus fort que toi. Mais est-ce que des fois, tu avais un peu ce poids de la culpabilité, tu parlais de poids tout à l'heure, ce poids de la culpabilité justement de ne pas être peut-être assez présent pour les tiens, pour ceux que tu aimes, pour ta famille? Oui, c'est sûr, c'est compliqué. Moi, je me rappelle, on était parti au Mozambique. Sur c'était le cyclone Kenneth. Kenneth, ouais, ou Idai, un des deux. Ouais, j'ai fait les deux, mais... Et il y avait une île qui était isolée, enfin il y avait de l'eau. En fait, après un ouragan, il y a beaucoup de pluie. Et donc l'eau, elle est montée très fort, c'est au Mozambique, vers Beira. Et donc il y avait un endroit qui était isolé parce qu'on ne pouvait plus y aller, il y avait de l'eau partout. Et donc on nous a demandé est-ce que notre équipe médicale elle peut aller sur cette île. Et on ne pouvait pas y aller par hélicoptère parce que le temps c'était trop mauvais. Et donc, on a décidé de monter une mission avec un bateau. Donc, on a pris un bateau de pêche. Okay. Et il y avait d'autres gars, des gars qui avaient des Navy Seals, c'est des gars, des anciens qui étaient bien. Et on s'est dit, bon, on va plonger, on va mettre nos trucs dans des... Là, c'est de la vraie plongée ou... Non, on va, on va nager, on va prendre des sacs étanches, on va mettre nos trucs médicaux et on va nager, je sais pas, c'était 1 kilomètre, c'était pas très très loin. Mais c'est pas une mer, c'était assez agité et il y avait des petits gros poissons. Et donc j'ai dit, ouais, mais bon, on va le faire. Et donc on est parti, on nage. Et franchement, on devait être à 500 mètres de nage. Et je pensais que j'allais jamais y arriver. Je me dis, j'étais pas entraîné assez, je vais pas y arriver. Et là, tu te dis, putain, je suis un peu, tu vois, là, j'ai laissé ma famille, ils sont là-bas, ils m'attendent, ils ont sûrement besoin de moi, voilà, et c'est pas, est-ce que j'ai laissé l'accès à mes comptes, est-ce que j'ai fait ceci, cela, non, enfin, tu vois, et je me dis, et là, et puis je pensais même pas aller nager sur le truc, je pensais que à ce qui se passait à la maison, etc., et pourquoi j'étais là, et je pensais pas à mourir, parce que ça m'intéressait pas, tu vois, c'était pas ça qui me posait un problème. Pour moi, dans ma tête, c'était, les comptes en banque, est-ce que j'ai bien fait pour faut qu'il soit bien aussi, jamais se passe quelque chose. Pour le prêt de la maison, etc., est-ce que je vais laisser les accès à mes emails et tout. Et je pensais que à ça pendant la traversée. Et au final, c'est bien passé parce que j'ai pu penser à que c'est difficile, à la difficulté de nager. Et je suis arrivé. Mais oui, c'est très égoïste au final. Mais au final, on a aidé plein de personnes et ça a été un succès. Mais c'est vrai que oui, on n'est pas là pour les meilleurs moments. On loupe beaucoup de choses. Tout à l'heure de ton grand-père ou d'autres, peut-être des anniversaires. Les anniversaires, j'en ai pas fait. Noël, je suis pas là. Enfin, ça peut être compliqué. Et quand t'as les enfants, ils te demandent pourquoi t'es pas là. Alors, quand tu fais de l'humanitaire, c'est plus simple parce que tu peux leur dire, voilà. Je vais sauver les gens. Ouais, à chaque fois, je dis ça à mon fils ou à ma fille, je dis, je vais sauver des gens, mais je le dis d'une façon en rigolant parce que la réalité, c'est qu'eux, ils s'en foutent. Tu vois, pour eux, t'es leur papa et ma fille. Et moi, tu me sauves pas. Ouais, ma fille, elle veut jamais me laisser partir. À chaque fois, elle me dit, quand je dois partir, elle me dit, combien de nuits tu pars? Oui, dit, en dodo. T'as le droit à une nuit. Je fais un dodo. Je fais, ouais, mais. Et donc, c'est sûr que c'est plus compliqué. Mais. C'est pour ça que tu peux pas t'empêcher à penser que c'est très égoïste quoi, de faire ça. Mais bon, ça fait partie des inconvénients, on va dire. On parlait tout à l'heure des polarités, justement, vraiment des extrêmes, mais c'est vrai qu'il y a à la fois ce côté où tu dois être dans cet instant présent,
notamment quand tu es en mission, mais peut-être aussi quand tu es justement avec ta famille, les quelques jours que tu as avec eux, peut-être que tu coupes tout et tu profites vraiment de cet instant présent. Mais il y a aussi cette dimension où tu dois être très dans le mental, dans la réflexion à comment gérer, comment le prêt de la maison, comment je fais si jamais je reviens pas ou des choses comme ça. Donc, est-ce que tu arrives à avoir ce côté autant réfléchi que ce côté où tu sais lâcher prise aussi et profiter de chaque instant de vie? J'ai jamais été très... Je pense que quand je suis à la maison, c'est toujours plus compliqué. Parce que déjà, il y a un temps... Souvent, il y a un buffer. Quand je rentre, il y a un temps d'adaptation. Ouais, donc, je sais que dans l'armée, souvent, quand tu pars dans un endroit compliqué, ils vont t'envoyer quelque part à Chypre ou ailleurs, ou même en France, mais dans un lieu où tu restes avec ton équipe et vous décompressez un peu avant de retourner à la maison. Voilà, parce que il faut processer tout ce que vous avez vécu, etc. Nous, on n'a pas ce luxe parce qu'on travaille dans le privé, on paye à l'heure et on peut dire, bon, les gars, c'est bien gentil, mais bon. Donc, moi, il n'y avait pas de décompression. Donc, tu rentres directement à la maison. Et des fois, c'est compliqué. Des fois, c'est compliqué. Je décris toujours les meilleurs moments d'une mission. C'est quand je rentre dans l'avion Air France, voilà, et que je suis dans mon siège de première classe, voilà, ou dans le jet privé, et voilà, et je regarde dans le hublot. Parce que pour moi, quand tu regardes dans le hublot, tu vois, enfin, tout est derrière toi, en fait. Ouais. Et là, t'as l'hôtesse de l'air qui te sert ton champagne, et t'es déjà ailleurs, tu vois. Même si t'as pas encore décollé, t'es déjà ailleurs. Et tu regardes à travers le hublot et tu vois. Et ça me marque toujours. Et quand je rentre, voilà, il y a toujours un temps de décompression qui est un peu compliqué, où tu parles pas beaucoup. Tu vois, ils veulent savoir. Ah ouais, c'est normal. Qu'est-ce que t'as fait? Voilà, tiens, tu peux me dire, etc. Mais en fait, t'as pas envie de l'expliquer parce que tu penses que les gens vont pas comprendre. Et je pense qu'ils ne peuvent pas comprendre, en fait. Donc, je leur explique 2-3 trucs, ils posent des questions, etc. Et ils ont envie de comprendre, parce que c'est important pour eux. Mais c'est compliqué, en fait, de leur expliquer. Enfin, tu vois, eux, quand ils se lèvent, ils ouvrent le faucet, là, ils ont de l'eau qui sort. Là, dans ces pays-là, il y a même pas d'eau. Il y a pas d'eau. L'eau, tu vas le chercher, tu fais 2 kilomètres pour aller chercher ton eau. Donc, en fait, c'est compliqué. Hein. Donc, j'essaie de les faire voyager un peu, etc. Mais c'est... Ah ouais, ce que j'allais dire, est-ce que justement, tu leur permets peut-être de goûter un petit peu à ces expériences, mais autrement, par des voyages, par... des transmissions. Oui, on voyage beaucoup, genre, mais c'est pas la même chose. Pas pareil, c'est compliqué. Mais après, quand on me demande est-ce que tu as envie que tes enfants fassent la même chose, je dis absolument pas. Absolument pas, parce que je leur souhaite pas. Tu vois, j'aimerais bien qu'ils fassent un métier normal, qu'ils aient une vie normale. Mais tu vois, tout à l'heure, tu disais, c'est quand même très égoïste, et je comprends ce que tu dis, parce qu'effectivement, c'est pour toi que tu le fais, pas pour écouter ton besoin, pour t'écouter. Mais est-ce que c'est pas aussi quelque chose d'assez cool de suivre sa passion, de suivre vraiment son cœur, en fait, et de faire vraiment ce qui nous fait kiffer? Est-ce que c'est pas si égoïste que ça, et finalement, c'est bien de t'être écouté, d'avoir suivi ta carrière? Non, mais c'est égoïste de vouloir avoir une famille et de faire la même chose. Ouais. Ça, c'est égoïste, parce qu'on veut tout avoir, au final. On veut tout avoir. Et c'est pour ça que c'est égoïste. Mais oui, moi, j'aurais jamais rien fait d'autre. Je recommencerais tout exactement pareil. Trop bien. C'est quoi la suite? C'est quoi tes projets pour les mois, les années à venir? Toi qui es un visionnaire et qui planifie tout, est-ce qu'il y a une suite? Comment tu te projettes? Mon CV, il a pas dépassé 35 ans. Donc, le CV que j'avais écrit à l'époque, donc j'avais pas de vision pour la suite et j'en ai pas réécrit un. Donc non, maintenant j'essaie plutôt de transmettre. Donc ça fait un peu vieux con, mais en fait c'est la réalité. Je pense que j'ai vécu beaucoup de vie en un très raccourci, et donc maintenant c'est plutôt de transmettre et ce que j'ai pu apprendre, les choses que j'ai pu mal faire ou mieux faire, etc. C'est plus ça. Et aujourd'hui, j'habite aux États-Unis, mais j'aime bien rentrer en France souvent, essayer de transmettre ce que j'ai appris, ce que j'ai fait, enseigner à mes enfants aussi certaines choses, parce que le monde tel qu'il est aujourd'hui, ma vision en tout cas, c'est que on va arriver dans un moment assez challenging pour le monde, et donc il faut qu'ils soient prêts. Et comment les enfants peuvent être prêts à affronter ce monde-là? Pas évident. Et les 20 dernières années, j'ai traversé le monde, et ça s'arrange pas. Donc voilà, pour moi, c'est comment transmettre, comment essayer parce que je pense que c'est inévitable que le monde ira de plus en plus mal aujourd'hui, malheureusement. Mais comment transmettre, comment aider pour avoir une transition un peu plus smooth.
Et ouais, le monde, c'est compliqué à l'heure actuelle. Est-ce que, j'ai envie de mettre un petit peu de positif comme dans tout ça, est-ce que toutes tes expériences et ta vision du monde, qu'est-ce que tu vois de beau dans ce monde? Moi, je vois beaucoup de choses beaux. C'est ça que quand tu vois beaucoup de choses moches, il y a beaucoup de choses de belles. Et je pense que souvent, les gens disent, ah, mais tu conduis vachement lentement. Et je dis, bah oui, parce que j'ai pas envie de mourir. Et il dit, ouais, mais pourquoi tu pars partout? Et je dis, oui, mais moi, la plupart des gens que je connais, ils sont pas morts en Afghanistan. Ouais. Ils sont morts quand ils allaient au régiment, en accident de voiture. Donc en fait, par là, je veux dire, c'est que je pense que voilà, quand on vit à 200 à l'heure, je pense que quand on est chez soi, quand on est à la maison, moi, je vis doucement. Voilà, je suis tranquille, je profite et toutes les petites choses sont des belles choses pour moi. Ouais, écouter une chanson, coucher ma fille, voilà, prendre le petit déjeuner avec tout le monde. Voilà, c'est les choses belles. Et puis toutes les rencontres que tu fais dans la rue. Quand tu es à Paris, il y a des millions de personnes tout le temps. C'est génial. Tout le monde est stressé. Et après, quand tu leur parles un peu doucement et calmement, même quand ils sont énervés, ils disent ah bah ouais. En fait, c'est pas dramatique. Voilà, donc ouais, je suis vachement positif sur les interactions humaines et je pense qu'à chaque fois que et puis moi j'ai travaillé beaucoup dans la négociation de prise d'otages, donc négocier des situations très difficiles et gérer des familles surtout, c'est ça qui est le plus difficile au final dans tous ces problématiques. Et je pense que quand tu as une voix, tu me disais tout à l'heure, est-ce qu'on va tester le micro parce que ta voix elle est très basse, mais je pense que c'est ça qui calme les gens. Complètement. Dans les films, on voit toujours les gens d'action qui gueulent et tout, alors où les gens courir partout. La première chose que j'ai appris, c'est ne cours pas. Tu te fais tirer dessus, ne cours pas, ça sert à rien. Ok. Donc calme-toi, analyse la situation, vois où tu vas aller. Et je pense que voilà, cette interaction avec les gens. Rendre les gens un peu plus positifs tous les jours, parle-leur même s'ils t'insultent, parle-leur doucement, et au final ils vont revenir à ton niveau, et vous allez pouvoir avoir une discussion un peu plus entendable, je sais pas comment on dit en français. Ouais. Voilà. C'est tu vois, j'allais clore cette interview, mais ça me fait penser à une question. Mais du coup, dans la vie, les rapports que tu as avec les gens, que ce soit avec ta femme, des amis, ta famille, peu importe, mais du coup, tu es quelqu'un d'assez pacifiste, tu te prends pas trop la tête avec les gens, avec tout ce que tu vois et avec tous ces tips, entre guillemets, que tu as pour rester dans quelque chose de très paisible, ou au contraire, tu te prends très vite la tête? Non, mais je me suis jamais battu de ma vie en dehors de mon métier. Ok. Jamais. Jamais, c'est pas vrai. Parce que quelques fois, mais à chaque fois, c'était parce que c'était pour des potes. Tu vois, c'est des copains. Et quelques copains, ils sont un peu chauds. Et ouais, c'est juste pour défendre des copains. Mais jamais je suis rentré dans une altercation avec des gens, etc. Et des fois, mon fils, il me demande, il me dit, ah, mais le monsieur, là, il prendrait bien une correction, etc. Tu sais comment il parle et tout. Je dis, ouais, mais qu'est-ce que ça va faire? Enfin, ça a zéro bénéfice. Non, on va tous les deux être perdants. Donc non, je suis plutôt calme dans la vie. J'essaie de vivre tranquillement parce que je pense que le chaos, ça n'apporte du bien à personne. Et je sais que des fois, je l'ai organisé le chaos parce que à des buts lucratifs, parce que voilà, on en a besoin pour la mission. Mais quand je suis à la maison dans la vie privée, non, je suis calme. D'ailleurs, je sors pas trop. Et j'essaie d'un peu d'enseigner ça à mes enfants. Et je suis pas pacifiste, mais presque. Ouais. Ça se sent en tout cas. Puis des fois, le chaos, bon, toi, tu l'as rencontré quasiment au quotidien, mais des fois, le chaos, c'est... Alors, je dis pas pour le monde, mais les propres chaos déjà qu'on a en interne, parfois, ça peut être bénéfique d'en rencontrer pour se rendre compte de certaines choses et de justement de savourer peut-être l'inverse et de visiter certains traits de nos personnalités, de nos chaos intérieurs, tu vois. Rien à voir, mais tout à l'heure, tu parlais de ces moments que t'aimes savourer, comme écouter une chanson. T'écoutes quoi comme musique? C'est quoi ton son du moment? C'est quoi les trucs que t'aimes faire? Moi, je suis old school. Moi, j'aime... non, ouais, je pourrais même pas te citer les trucs. Hip-hop, R&B, jazz. Dans mon téléphone, dans mon Spotify, j'ai une liste qui s'appelle People I Met. Ok. Donc tous les gens que je rencontre, qui sont un peu significatifs ou n'importe où en fait au final, je leur demande quelle est la chanson que tu préfères. Trop bien. Et je les mets, donc j'ai une liste de chansons de gens que j'ai rencontrés au travers de mes missions. Et donc j'adore faire ça. Après moi, j'écoute tout, mais plutôt de la musique un peu. Ouais, j'écoute Savade avec mon fils, on écoute ça va de Dr Dre à on allait voir la symphonie, on allait voir un opéra
un opéra, c'est Carmen qu'on allait voir il y a pas longtemps. Ok. Mais voilà, ça, c'est très, c'est très éclectique, comme on dit. Ouais. Mais par contre, les trucs nouveaux, je connais pas trop. Ouais. J'étais où? J'étais à Dallas pour un gros concert. Où j'accompagnais quelqu'un il y a quelques temps. Et il y avait et le concert, honnêtement, j'avais pas d'idée c'était qui. Mais pourtant, il y avait des lignes, mais c'était les gens qui dormaient 2 jours avant devant le. Donc quelqu'un d'assez connu, je suppose, mais aucune idée c'était qui. Complètement déconnecté. Là, je suis. Ouais, mais les soul school, c'est les meilleurs. Donc tu rates rien. Voilà. Si jamais tu avais face à toi quelqu'un, ou en tout cas peut-être ceux qui vont écouter cette interview, des personnes qui rencontrent des situations où ils sont en train vraiment de se questionner sur leur avenir, sur s'ils ont besoin de se réorienter, s'ils sont un petit peu perdus actuellement, ce serait quoi, toi, le conseil que tu donnerais à cette personne? Alors, c'est bateau, hein. Je sais que quand on en a parlé tout à l'heure un peu, tu disais que tout ce qui est motivation, c'est un peu à la mode et tout, c'est en YouTube ou je sais pas c'est quoi, ouais, Instagram, c'est à la mode, mais faut pas trop écouter tout non plus, mais ouais. Mais la réalité, c'est que je pense que la positivité, c'est ce qui est le plus important. Dans les moments compliqués, enfin, en tout cas de ma petite expérience, dans les moments quand il est les plus compliqués, c'est souvent on travaille souvent avec les mêmes personnes, parce qu'on aime bien travailler avec les mêmes personnes, et souvent les gens avec qui on aime bien travailler, c'est les gens qui sont positifs. Et quand t'es dans une situation compliquée, essaye d'écarter les gens qui sont négatifs. Ah ouais. Je sais que c'est un peu compliqué en France, qu'il y a beaucoup de gens négatifs. C'est clair, surtout à Paris. Mais essaye de te raccrocher à des gens positifs. Même si ça n'a rien à voir avec ce que tu fais, avoir des gens positifs, toi t'es dans les médias, mais si t'as un ami qui est positif, mais qui travaille dans, je sais pas, dans le football, je sais pas quoi, c'est quand même bien d'être avec lui, parce que la réalité, c'est que voilà, quelqu'un de positif va t'emmener vers du positif. Quelqu'un de négatif, il y a rien de pire. Et dans des équipes, hein, comme on travaille souvent en équipe, nous, quand t'as une personne négative dans l'équipe, on l'élimine tout de suite. On le tue pas. Hein. Élimine, ouais, faut faire attention. On le sort de l'entourage, en tout cas, on le sort de l'équipe parce que ça va pourrir tout le reste. Donc, pour moi, quand t'es un peu fatigué, quand t'as les idées pas très noires, essaie de te raccrocher aux gens positifs dans ta vie. Et c'est vrai que des fois, les gens heureux, c'est chiant. Parce que je te dis pourquoi moi je suis pas comme ça. Mais la réalité, c'est que tu vas tendre à aller vers ça plutôt que de rester là où t'es. Donc, voilà. Est-ce que tu as trouvé ce moment positif du coup? Ah, très positif. Moi, génial. C'est pas un exercice auquel je suis très habitué, mais en tout cas, c'était très bien, merci. Bon, bah, super, je suis ravie. Merci à toi. Tu parlais de petite expérience, mais non, t'as un parcours de dingue, juste exceptionnel. Et merci parce que c'est pas tout le monde qui accepte de le partager. Je pense que tes enfants, ta femme, tes proches seront très fiers de toi à l'écoute de ces mots. Et je pense vraiment que, en tout cas, moi, ça m'a apporté beaucoup. Et j'imagine que les gens qui vont écouter, ça va vraiment leur faire du bien. Merci à toi. Non, merci à toi.